Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec la politique américaine. Une politique américaine complètement folle, tellement le président Donald Trump bouleverse le monde. Et ce n'est pas pour rien qu'on a décidé d'appeler cette émission Planète Trump, tellement chaque mot, chaque geste du président américain a des conséquences jusqu'à chez nous. On est ensemble pour une petite heure, pour revenir sur toutes ces actualités qui ont marqué la semaine aux États-Unis. On aura évidemment l'analyse des experts dans quelques instants, mais avant d'y arriver, je vous ai sélectionné 3 actualités qui m'ont marqué cette semaine. Et on commence par une affaire de tapis rouge et de pas de danse. Comment passer à côté de cette nouvelle tournée en mode rockstar du président Trump? D'abord, regardez son arrivée en Malaisie, accueilli par le Premier ministre, un tapis rouge évidemment, quelques serrages de pince, puis quelques pas de danse. C'est vraiment devenu la marque de fabrique de Trump à l'international. Il est ensuite parti vers le Japon. Il en a profité, vous le voyez, pour rendre visite aux militaires américains stationnés là-bas. Et là aussi, on a eu droit à la Trump Dance. Et puis, comme souvent, le président américain, il a eu du mal à suivre les protocoles. Regardez, vous le voyez sur ces images, la première ministre japonaise qui doit, d'une certaine manière, guider Donald Trump. Et au moment où il est censé s'arrêter pour un salut devant les drapeaux, boum, parti le président américain. Mais pas d'inquiétude, la relation entre les deux est excellente et je vous souhaite vraiment d'avoir quelqu'un qui vous regarde comme la première ministre japonaise regarde Donald Trump. On n'avait plus vu ça depuis un certain Elon Musk. Après la Malaisie et après le Japon, place à la Corée du Sud. Si Trump n'a pas pu rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-un à cause d'un souci de timing, le président sud-coréen, lui, il l'a vu et il l'a bien vu et surtout il a bien compris comment faire plaisir au président des États-Unis en lui offrant tout simplement, vous le voyez, une réplique d'une ancienne couronne en or. Bon, une couronne en or et près de 600 milliards de dollars d'investissement qui viennent s'ajouter aux 550 milliards de dollars des Japonais. Pas mal pour une petite tournée en Asie. Et puis, le passage le plus important, c'était la Chine. Là, l'accueil était un petit peu plus froid, malgré ce que peut dire Donald Trump lui-même. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Oui, assez froid. C'était la première fois qu'ils se revoyaient depuis 2019. Et puis, selon les analystes, Washington n'a pas obtenu grand-chose. Et de son côté, la Chine garde l'avantage. Avec malgré tout, il faut le dire, des accords sur les droits de douane, sur les terres rares, sur le soja ou encore sur le fentanyl. Mais ce qui doit être observé ici, c'est d'une certaine manière la limite de la politique de toute puissance du président américain. Face à lui, ce n'était pas le Canada, ce n'était pas l'Union européenne, c'était le géant chinois, avec un Xi Jinping qui s'était préparé, on peut le dire, au retour aux affaires de Donald Trump, alors que le président menaçait d'imposer 100% de droits de douane. De l'autre côté, les Chinois ont tenu leur position en menaçant de déployer leur carte maîtresse, imposer des restrictions à l'exportation de ces fameuses terres rares, matériaux indispensables pour l'industrie technologique numérique et de défense américaine. Un président chinois qui ne s'écrase pas. Conséquence, le président Trump n'a pu négocier qu'une trêve dans ses relations sino-américaines, même si au final, il ramène dans ses valises près de 2000 milliards de dollars en accords commerciaux et en accords d'investissement. Merci le Japon, merci la Corée et merci la Chine quand même. Et puis, cette rencontre, elle s'est faite dans un cadre un petit peu particulier. En route vers la Corée, justement, Donald Trump fait une annonce sur son réseau tout social. J'ai donné l'ordre de tester les armes nucléaires américaines. Regardez ce qu'il a dit. J'ai détesté le faire, mais je n'avais pas le choix. La Russie est deuxième et la Chine loin derrière, mais elles seront à égalité d'ici à 5 ans. En raison des programmes d'essais nucléaires d'autres pays, j'ai ordonné au département de la guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité. Ce processus débute immédiatement. Et on rappelle que les Américains n'ont pas mené d'essais nucléaires sur des armements depuis maintenant 33 ans. Une déclaration plutôt destinée, on peut le dire, à Vladimir Poutine qui cette semaine avait annoncé avoir testé un drone sous-marin à capacité nucléaire. Une situation qui inquiète évidemment l'ONU, qui rappelle, je cite, que les risques nucléaires actuels sont déjà élevés de façon alarmante et toute action qui pourrait conduire à une erreur de calcul ou à une escalade avec des conséquences catastrophiques doit tout simplement être évitée. Et on parlait tout à l'heure de celui qui est la plus grosse. Tout à l'heure, je vous parlais d'Elon Musk justement. Entre 2 posts sur X pour annoncer une guerre civile au Royaume-Uni, il a trouvé le temps de réaliser l'un de ses vieux rêves, Grokipédia, le tout nouveau concurrent moins woke que Wikipédia. Et la différence entre les deux, c'est que l'un des deux est biaisé. Mais lequel? Et si on trouvait la réponse ensemble? Regardons par exemple la différence entre ce que dit Wikipédia et ce que dit Grokipédia sur George Floyd. Sur Wikipédia, on peut lire ceci. Un Afro-Américain tué par un policier blanc lors de son arrestation le 25 mai 2020 à Minneapolis dans l'État du Minnesota. Les images
l'image de son arrestation et la nouvelle de sa mort mène à une vague de protestations aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Si on regarde de l'autre côté, sur Wikipédia, là on parle de tout à fait autre chose. Regardez, un Américain au long casier judiciaire, notamment des condamnations pour vol à main armée, pour possession de drogue ou encore pour vol au Texas. Et puis sur Black Lives Matter, Wikipédia en parle comme des émeutes ayant causé des milliards de dollars de dommages matériels, parallèlement aussi à un débat qui s'est mené sur l'usage de la force par la police. Cet exemple de Wiki contre Groki nous donne une nouvelle fois cette image d'une Amérique divisée, mais rappelons quand même que Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative qui est gérée par des bénévoles, des humains comme vous et moi, là où Grokipédia est géré par l'IA. Et donc vous voyez venir, eh bien oui, même Grokipédia a besoin de Wikipédia pour exister, puisque le savoir créé par l'homme est ce sur quoi ces entreprises d'IA s'appuient pour générer du contenu. Résultat, eh bien Groki recopie son voisin Wiki et la boucle est bouclée. La tournée triomphante de Trump en Asie, Grokipédia, nouvelle arme de l'alt-right américaine, ou encore l'avenir du camp démocrate avec cette guerre de New York, en voilà des bien beaux sujets pour Planète Trump. Et ça tombe bien, ça commence tout de suite. Depuis l'année dernière, nous vivons toutes et tous à nouveau sur la planète Trump, tellement chaque mot prononcé par le président américain, chaque geste du leader de la première puissance mondiale a un impact sur le monde entier et notamment sur vous qui nous regardez. Soyez les bienvenus dans cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque vendredi soir et un plaisir de vous voir de plus en plus nombreuses et nombreux à vous passionner pour la politique américaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour revenir sur toutes ces actualités liées aux actions du président Trump. Et pour bien tout comprendre, vous pouvez compter sur nos experts. Près de moi, il y a évidemment Stéphane Rosenblatt. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jim, bonsoir à tous. Vous êtes notre consultant pour les matières internationales, spécialiste des États-Unis. Puis avec nous en visio, c'est Elisabeth Shepard-Selam qui est avec nous, maîtresse de conférences de sciences politiques à l'Université de Tours, spécialiste des États-Unis et des relations internationales. Merci d'être présente ce soir pour Planète Trump. Et ne perdons pas de temps et prenons directement la direction de l'Asie pour une tournée du président Trump. Il est donc rentré cette nuit d'une tournée de 5 jours, une tournée marquée notamment par un accord économique massif avec la Corée du Sud et par une rencontre avec le leader chinois Xi Jinping. Marie-Jean Riès nous raconte tout ça en images. C'est en Malaisie et par quelques pas de danse que Donald Trump a débuté sa tournée asiatique. Le président américain s'est ensuite rendu au Japon pour conclure des accords commerciaux avec la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Une visite dont on a surtout retenu la danse de Donald Trump devant des soldats américains, mais aussi ses nombreux manquements au protocole, comme lorsqu'il touche l'empereur après avoir omis de lui faire une révérence comme le veut l'étiquette. Mais c'est en Corée du Sud qu'ont eu lieu les deux moments phares de cette tournée en Asie. À Gyeongju d'abord, où Donald Trump a rencontré le président sud-coréen. Une rencontre soldée par un accord commercial massif entre les deux pays. Séoul a en effet annoncé un plan d'investissement de 350 milliards de dollars aux États-Unis et une réduction mutuelle des droits de douane sur l'automobile. And not only are the tariffs strengthening our alliances, they're also bringing peace to the world. Donald Trump s'est ensuite rendu à Busan pour une rencontre historique avec le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants ne s'étaient pas vus depuis 2019. 1h30 de discussion qui s'est terminée par une trêve dans la guerre commerciale sino-américaine, avec notamment un accord autour des terres rares, indispensable à l'industrie technologique. Le président américain qui a visiblement revu sa position sur Xi Jinping. Great respect to him, and we appreciate the fact that he came for this meeting. Thank you very much. Donald Trump est donc rentré ravi de sa tournée en Asie, avec dans la poche plusieurs accords commerciaux d'une valeur de près de 2000 milliards de dollars, mais qui doivent encore à ce jour se concrétiser. Elle est importante, cette dernière phrase, on y reviendra évidemment. Stéphane, on peut dire Donald Trump comme un poisson dans l'eau, les gens lui font la cour, lui offrent des cadeaux, et tout ça pour signer des deals économiques. C'est vraiment sa spécialité au président Trump. Oui, mais ça je dirais que c'est aujourd'hui la normalité. Ce sont les apparences normales à chaque voyage, à chaque déplacement. On voit les exercices de surenchère de flatterie pour essayer de faire plaisir au président, surenchère de cadeaux pour essayer de toucher. On n'a pas vu, mais la première ministre japonaise a offert un ancien club de l'ancien premier ministre japonais qui était très proche de Trump. Un pote à lui, oui. Japan
Iran is back aussi. Voilà, donc ça fait partie parce qu'on pense que dans les relations internationales aujourd'hui, en tout cas avec les États-Unis, le choix du cadeau, pour caricaturer, est un élément aussi important finalement que le cœur de la négociation. Maintenant, les choses ne sont pas aussi roses que ce qui apparaît. Il ne faut pas oublier qu'au moment du Liberation Day, ce grand jour de fixation des tarifs, ces pays d'Asie qui sont les alliés traditionnels et qui sont aussi attachés à leurs relations avec les États-Unis que l'Europe peut l'être au travers de l'OTAN. Jamais oublier que pour la Corée du Sud, pour le Japon, c'est essentiel évidemment la couverture de défense que leur offrent les États-Unis. Et sur le plan du commerce, pour les pays d'Asie du Sud-Est qui envoient des produits agricoles ou même des produits manufacturés vers les États-Unis, la décision prise à l'époque d'imposer des tarifs, mais qui étaient absolument exorbitants par rapport à l'état de leurs économies, je parle pour l'Asie du Sud-Est, ou alors carrément insultants pour des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, donc ont vraiment fâché très fort les opinions publiques de ces pays et les gouvernements qui étaient complètement incrédules par rapport à ce qui s'est passé. Et en fait, ce voyage ici, c'est pas à un seul sens. C'est également manifestement les proches de Donald Trump qui ont dû lui dire non, il faut absolument améliorer notre relation, il faut leur expliquer l'importance de la relation et la proximité de la relation avec les États-Unis. Donc il y a effectivement la flatterie d'un côté, et puis il y a quand même une gestion des dégâts par les Américains en allant en Asie. Le fait qu'il ait été à la réunion de l'ASEAN, l'ASEAN qui est une espèce d'union européenne, je caricature un peu, des pays d'Asie du Sud-Est. C'est pas du tout le trip, comme on dit vulgairement, de Donald Trump, puisqu'il déteste le multilatéralisme. Et d'ailleurs, lors de la réunion de l'ASEAN précédente, il n'y avait pas été. S'il y a été cette fois-ci, c'est aussi pour manquer son respect vis-à-vis des pays de l'Asie et essayer de réparer quelque part, finalement, le message qui est passé, qui est un message extrêmement dur pour ces pays qui ne s'attendaient pas, en fait, à la violence des tarifs qui sont vitaux pour certains d'entre eux que les Américains avaient décrété face à l'Asie. On l'a dit et répété, depuis au moins Obama, la concentration des Américains évidemment se porte évidemment sur l'Asie, l'Asie-Pacifique, l'Indo-Pacifique évidemment. On parlera peut-être de Taïwan dans quelques instants puisque c'est un des thèmes qui n'a pas été évoqué par le président Trump. Mais Elisabeth Chepet-Selam, on a une vision parfois très négative de Donald Trump ici en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous suivent sur l'image que porte justement Donald Trump en Asie? Comment est-ce qu'il est perçu en Asie, le président américain, selon vous? Alors, je rappellerai juste que, par exemple, la nouvelle première ministre japonaise est tout à fait dans la lignée. On le voit un peu dans son langage corporel, mais il est aussi bien reçu dans certains pays parce qu'il a aussi ses réseaux, ses alliés, si vous voulez, dans ces pays-là. Il est aussi président des États-Unis en dehors de notre vue européen sur, on va dire, ses maladresses, son côté parfois un peu brutal. En Asie, je pense qu'il y a cette reconnaissance que c'est le président d'un pays quand même puissant et qu'il faut aussi jouer le jeu, savoir jouer le jeu avec Donald Trump. Bien évidemment, je pense qu'ils l'ont compris parce qu'il est quand même venu, comme disait M. Rosenblatt, à la fois à l'ASEAN, mais il a aussi, on va dire, revenu en arrière ou en tout cas adouci ses positions, parce que pour les Américains, c'est aussi des pays qui sont stratégiques, qui sont très importants, notamment le Japon, notamment la Corée du Sud, pour des raisons stratégiques face à la Chine notamment, et la Chine pour les métaux rares. Donc, il est vu comme un homme fort, mais aussi, bien évidemment, comme quelqu'un qu'il faut brosser dans le sens du poil, comme beaucoup voient aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression qu'on se répète parfois semaine après semaine dans cette émission, mais en même temps, évidemment, le monde tourne autour de cette personnalité qu'est Donald Trump aujourd'hui. Stéphane, on l'a dit, même si le chiffre, évidemment, est à prendre avec des pincettes, 2000 milliards d'investissements annoncés du côté américain pour cette tournée, donc avec la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Japon et enfin la Chine. Avant de passer à la Chine, c'est intéressant ce qu'a dit notre invité aussi par rapport à cette relation qu'il a pu avoir avec ses premières ministres japonaises. Est-ce que tout ça, c'est du show à la Trump pour se rapprocher de ce genre de personnalité, ou est-ce qu'il y a cette idée quand même, d'une certaine manière, de contrer l'influence chinoise que pourrait avoir justement la Chine dans cette région-là? Il y a les deux, parce qu'effectivement, on l'a dit, la relation personnelle et le fait de tisser des réseaux interpersonnels est fondamental, et on sait bien que Donald Trump le revendique en permanence, la proximité qu'il peut avoir pour construire une relation politique et économique avec ses amis, c'est important, et puis pour faire du business derrière, parce que derrière, jamais oublier qu'il y a... et il revient avec une sacrée enveloppe. Les patrons américains derrière, et puis sa famille derrière aussi, qui n'en manque
manque pas une occasion pour pouvoir faire du business dans ces pays. Donc ça, c'est important. Il y a effectivement la défense. Le discours que Donald Trump a eu vis-à-vis de la Corée du Sud, par exemple, était un discours étonnant, mais était le même que celui qu'il avait tenu vis-à-vis de l'Europe, en leur disant non, mais vos dépenses par rapport à la sécurité et au parapluie de sécurité que vous nous donnez sont insuffisantes, et donc si vous ne payez pas pour votre défense, nous allons réduire notre présence en Corée du Sud. Et là, alors qu'on est effectivement face à la Chine et à la Corée du Nord, ça peut être dramatique dans le rapport de force. Donc il y a une volonté quand même de rétablir cet équilibre qui n'apparaissait pas au début. Et puis réparer aussi, parce que vous vous en souvenez peut-être, même si on en a peu parlé en Europe, c'est cet incident qui s'était passé aux États-Unis où plus de, je crois, 150 ou 180 Sud-Coréens ont été littéralement virés d'une usine, d'un projet de joint venture de développement entre Hyundai, qui est un des grands géants de l'automobile et de l'industrie japonais et coréens et des Américains, dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale. Et ils ont été vraiment virés manu militari, avec les menottes aux mains littéralement, et on les a embarqués dans un avion de retour pour la Corée, ce qui a donné vraiment un sentiment d'humiliation très fort dans un pays qui pourtant est certainement, avec le Japon, le plus proche des Américains. Ça montre le niveau de contradiction dans lequel on est. Maintenant, puisque vous parlez des montants des contrats, et là c'est la même chose avec les accords commerciaux avec l'Europe, c'est la même chose avec certains pays. Prudent, c'est ça extrêmement prudent, parce que derrière les montants qui sont annoncés, derrière la baisse, les effets de manche et les effets d'appel de la baisse soudainement des tarifs vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis de la Corée du Sud ou même du Cambodge, il y a évidemment la manière de concrétiser ces engagements derrière. Et ces engagements, on le voit avec l'Europe, entre autres, sont extrêmement difficiles à concrétiser. Oui, c'est parce pas que juste tout le monde n'est pas hein. prêt, effectivement, et donc ces contrats, d'ailleurs, sont rarement signés aujourd'hui. On voit les contrats généraux, je dirais, d'intention qui sont là, mais on a très peu de documents détaillés qui indiquent sur le long terme comment vont être gérés ces accords signés comme ça. On a l'impression parfois d'une heure à l'autre avec les responsables. On a vu quand même Elisabeth Shepherd-Sellam un accueil en grande pompe pour Donald Trump, que ce soit en Corée du Sud, au Japon, en Malaisie aussi. Par contre, du côté chinois, et j'espère qu'on pourra montrer les images, il y avait une petite tension quand même entre les deux dirigeants, avec d'un côté Donald Trump qui a dit on a une super relation, et puis un Xi Jinping qui lui reste totalement impassible. Est-ce qu'on a assisté vraiment au début d'un vrai dégel des relations entre les deux, ou est-ce qu'au contraire, on a vu un Donald Trump qui arrivait à la limite de sa manière de faire, à savoir qu'il n'est pas face à un petit pousset qu'est l'Union européenne ou le Canada, mais face à un géant qu'est la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, il ne faut pas oublier, juste avant de rencontrer Xi Jinping, il a quand même commencé à parler d'essais nucléaires, où il évoque à la fois des essais nucléaires chinois et russes. Donc, on peut imaginer que le dirigeant chinois n'était peut-être pas tout à fait content d'une sortie verbale du président américain sur un sujet très sérieux, qui n'était pas programmé, on va dire, où il n'était pas prévenu, juste avant de se rencontrer. Je pense que les Chinois, par rapport à d'autres pays, je pense notamment le Japon et la Corée du Sud, n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes accords de sécurité, bien évidemment, et les mêmes relations de proximité. Donc, ils ont aussi beaucoup plus de leviers vu leur puissance. Donc, je pense qu'il peut se permettre à la fois ne pas être obligé de brosser Trump dans le sens du poil, parce que Trump vient aussi chercher cet accord sur les métaux rares. Et là, pour le coup, c'est le président chinois qui est plutôt en position de force. Position de force, même si on rappelle que Donald Trump a réussi à signer aussi un deal sur le soja américain qui serait donc exporté vers la Chine. Et puis ce qui est tout à fait différent également, c'est qu'on est dans une situation de rivalité totale entre la Chine et les États-Unis. Donc ces accords, en fait, c'est plus de la gestion de crise, c'est d'essayer d'atténuer la brutalité des effets des décisions prises par l'un ou par l'autre. Oui, mais on a vu qu'ils ont répondu, les Chinois. Il a dit, moi je vous mettrai 100% de droits de douane. Les Chinois ont dit, très bien, mais attention aux métaux rares. Hein. Là, vous en avez besoin. Tant les Américains que les Chinois savent que pour leurs échanges, c'est très contre-productif face à une économie chinoise qui est en difficulté. Donc il faut trouver un moyen d'atténuer les effets de cette rivalité, mais à la différence des autres pays qui, comme on l'a très bien dit, sont des pays qui ont des accords sécuritaires et sont des alliés, la Chine n'est pas un allié. Et donc, en fait, c'est comment gérer une rivalité, comment gérer cette guerre commerciale en atténuant les effets les plus brutaux qui se retournent tant vis-à-vis des paysans ou des agriculteurs américains victimes de ces tarifs que vis-à-vis de la nouvelle classe moyenne chinoise, victime également évidemment de ces tarifs. Oui, et c'est peut-être la seule puissance qui peut peut-être pas faire jeu égal avec les Américains, mais en tout cas pas loin. Un mot quand même. Pas des cadeaux. Oui, c'est vrai. Un mot quand même, Stéphane, sur ce qu'a dit le président Trump. On l'a vu dans le reportage. Il a salué Xi comme un grand leader d'un pays très puissant. Il aurait voulu rencontrer une nouvelle fois Kim Jong-un.
Il ne l'a pas fait pour un souci de timing, c'est ce que dit l'administration Trump. Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu le voir, Kim Jong-un? Disons que, surtout que la dernière rencontre avait été un fiasco et que s'il y a une des leçons... Fiasco mais pleine de lettres d'amour quand même. Oui, mais il y a une leçon que Donald Trump semble quand même commencer à tirer des grands shows, des rencontres, y compris avec Vladimir Poutine. C'est que, si ces sommets ne sont pas préparés, si effectivement il n'y a pas déjà des résultats attendus avant que le sommet ait lieu, ils ne servent à rien. Et donc après, je pense, la rencontre de Vladimir Poutine en Alaska et l'annulation du sommet de Budapest, je pense que Donald Trump est sans doute peut-être lui aussi plus prudent, même si... Voilà, il est toujours attiré par ce type de relation. On sait bien qu'il est attiré par ces dictateurs et ceux qui règnent comme ça de manière totale sur leur pays. Mais je pense qu'on a dû aussi lui conseiller autour de l'utilité réelle d'un sommet, parce qu'effectivement, on ne sait pas à quoi il aurait mené. Et on ne sait pas quels résultats ils en attendaient. Surtout dans la relation entre la Corée du Nord et la Russie aujourd'hui, au travers de la guerre en Ukraine. Juste encore un mot avant de retourner à l'intérieur des frontières américaines. Elisabeth Shepherd-Sellam, pas un mot justement sur Taïwan Après, on pouvait s'y attendre, puisque le président américain rencontrait le président chinois Xi Jinping. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, aujourd'hui, selon vous? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas, beaucoup de rumeurs, notamment dans le département département de guerre maintenant, que peut-être le Taïwan sera le premier, on va dire, lâché au besoin d'une relation peut-être plus apaisée avec la Chine pour des raisons stratégiques. En tout cas, ça montre que ce n'est pas une priorité américaine aujourd'hui. La Corée, on a quand même mentionné par exemple à l'histoire de SNLE, enfin de sous-marins, de technologies de sous-marins à propulsion nucléaire. Quand ils veulent parler de choses sérieuses, ils peuvent. S'ils n'en parlent pas, c'est qu'il y a vraiment une raison stratégique derrière. Oui, évidemment, à prendre en compte tout ça. À suivre, avant de faire le tour de toutes ces images qui ont marqué l'actualité aux États-Unis, on va s'intéresser à ce qu'il se passe notamment dans le camp démocrate. Et pour ça, on est obligé de jeter un coup d'œil à cette situation du côté de New York avec un duel, vous le voyez à l'image, entre démocrates pour remporter la mairie. Mais un duel entre deux hommes et deux idéologies quasi opposées. Les démocrates vont-ils basculer à gauche toutes? C'est la question qu'on va se poser dans quelques instants dans Planète Trump. Merci de nous suivre sur LN24. Vous êtes toujours dans votre émission Planète Trump, la seule émission qui revient semaine après semaine sur cette politique américaine complètement folle. Il n'y a pas que Trump qui agite l'actualité en ce moment. Pour une fois, on va parler des démocrates, parce qu'il y a véritablement une guerre qui s'est ouverte. D'un côté, un candidat de l'establishment démocrate, Andrew Cuomo, de l'autre, un petit jeune, Zoran Mamdani. Ils sont tous les deux démocrates, pourtant, chacun à sa manière représente une frange du parti. Pour Cuomo, c'est le centre libéral. Pour Mamdani, c'est la gauche, voire l'extrême gauche. Mamdani, Cuomo, un duel pour l'avenir du Parti démocrate, c'est la story US de la semaine. Dans la story US cette semaine, la bataille pour la mairie de New York. Mardi 4 novembre, les New-Yorkais vont devoir élire leur nouveau maire. Et dans les urnes, deux candidats démocrates mais complètement opposés. À gauche, Zoran Mamdani, 34 ans et grand favori de l'élection. Né en Ouganda, naturalisé en 2018, Zoran Mamdani a créé la surprise en remportant en juin la primaire démocrate. Depuis, il est sur tous les terrains, y compris celui des réseaux sociaux. Every politician says New York is the greatest city on the globe. But what good is that if no one can afford to live here? Son programme, très à gauche, plaît surtout aux jeunes électeurs. Zoran Mamdani promet, s'il devient maire, de geler les loyers et de rendre les bus gratuits. Un programme qui plaît beaucoup moins à ses adversaires. Donald Trump le qualifie même de communiste. We don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. Si Zoran Mamdani est soutenu par des démocrates influents, comme Bernie Sanders ou Alexandra Ocasio-Cortez, certains soulignent son manque d'expérience. Il a aussi créé une polémique en affirmant qu'après le 11 septembre, sa tante n'osait plus porter son hijab dans le métro new-yorkais. Une histoire qui n'a cependant jamais pu être vérifiée, le jeune candidat ayant admis plus tard qu'il ne s'agissait pas de sa tante directe. En face de Zoran Mamdani, une pointure du parti, Andrew Cuomo, 67 ans, ancien gouverneur de New York, il avait notamment fait passer la légalisation du mariage homosexuel. Pendant la pandémie de Covid, ses conférences de presse rassurantes avaient fait de lui une vedette nationale. Mais en 2021, une douzaine de femmes ont porté plainte contre Andrew Cuomo pour harcèlement sexuel, le poussant à démissionner. Avec cette candidature, Andrew Cuomo fait un retour en politique, mais Zoran Mamdani reste loin devant dans tous les sondages.
Si le jeune homme remporte l'élection, il deviendrait alors le premier maire musulman de New York. Stéphane, tout d'abord, avant d'entrer dans les détails, qu'est-ce que ces deux hommes nous disent aujourd'hui du camp démocrate, dont on parle assez rarement dans cette émission, hein. Oui, parce que quand qu'il se on passe regarde les rien. sondages, les sondages d'opinion aux États-Unis, la légitimité des démocrates aujourd'hui par rapport aux problèmes réels, c'est désastreux. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, parce que dans les élections partielles qui ont lieu à gauche ou à droite sur le territoire américain, il y a un rejet également de celui qui est en place, c'est-à-dire les républicains, et donc les démocrates en profitent également. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve de nombreuses fois en démocratie quand on est dans l'opposition. Mais c'est clair que la manière dont les démocrates n'ont toujours pas trouvé leur message, c'est-à-dire comment aujourd'hui s'adresser à l'opinion américaine. Est-ce que c'est comme Mamdani, en s'adressant aux problèmes concrets, réels, aux divisions de la société américaine au travers de leur situation matérielle. Donc prix du logement, le bus, des trucs très concrets pour les New-Yorkais. Voilà, il y a trouvé des solutions qui sont des solutions concrètes, créer là par exemple des épiceries sociales. Bon, aux États-Unis, c'est une révolution. Bon, ici, on sait bien qu'en Europe, ça existe. Geler dans une ville comme New York les loyers, ou une partie des loyers, c'est une révolution. Donc ce sont des solutions qui apparaissent comme extrêmement radicales, même si ce sont des formules qui, en Europe, sont pratiquées par des pouvoirs centristes ou même des pouvoirs de centre-droit. Et donc c'est vrai qu'ils représentent, pour certains, une nouvelle vision un peu radicale des démocrates qui apportent des solutions concrètes, tandis que Cuomo, finalement, représente la continuation de ce qui a amené les démocrates à perdre largement aux dernières élections, c'est-à-dire un côté centriste, institutionnel, modéré, reconnaissance effectivement de l'économie de marché au sens large, un peu plus sociale, mais fondamentalement finalement assez consensuelle sur la manière dont fonctionne l'économie américaine. Ouais, justement, un mot quand même avec vous, Elisabeth Shepard-Selam, parce que c'est vrai que vu de Belgique, on a l'impression qu'on nous présente ici un candidat quasi communiste, hein. Comment on peut expliquer à ceux qui nous suivent où se situe justement Zoran Mamdani? Certains le présentent comme un socialiste, d'autres comme un communiste, certains parlent simplement de la gauche, voire de l'ultra-gauche. Comment vous le définiriez-vous, cette idéologie-là? Alors, n'oublions pas que d'abord il appartient à cette organisation DSA, Democratic Socialists of America. Ce n'est pas la social-démocratie, j'entends ça beaucoup, notamment en France, qui essaie de le vendre comme la social-démocratie à l'européenne. Ce n'est pas le cas, notamment sur d'autres sujets qui ne sont pas... Enfin, il est quand même assez divisif sur un certain nombre de sujets, notamment sa relation avec la communauté juive et les accusations d'antisémitisme à son égard, avec quand même pas mal d'exemples à l'appui qui causent un véritable souci. Donc, moi, je le qualifierais plutôt d'une gauche radicale à l'américaine, bien évidemment, avec tout ce que ça implique, parce que c'est très différent de notre gauche en France. Mais moi, je le mettrais plus version LFI que version PS, par exemple. Ouais, regardez justement ce tweet, Stéphane, qui a circulé un petit peu partout, hein, plus de 20 millions de vues. Ça fait référence à une déclaration, on l'a dit, hein, de Mamdani, qui a dit en gros que sa tante n'avait plus osé porter le hijab après le 11 septembre de peur de se faire agresser. Finalement, grattant un petit peu, il ne parlait pas de sa tante, mais de la cousine de son père, même si Marie l'a rappelé dans le reportage, c'est impossible à vérifier. Ça nous montre quand même, parce qu'on a vu le tweet juste avant, aujourd'hui, là, les gens remettent en question presque le cœur de Mamdani par rapport à ce qui a pu se passer le 11 septembre. On en est là dans les attaques entre démocrates aujourd'hui, pour bien expliquer aux gens que le Parti démocrate, ça va du centre à la gauche radicale. Oui, et pas que de la part des démocrates, parce que ça apparaît de manière un peu paradoxale. Mais même Cuomo le dit. De chez nous, puisque New York est quand même la capitale financière de l'Amérique du Nord, si pas du monde. C'est sans doute une des plus grandes concentrations de millionnaires ou de milliardaires en dollars sur la planète. Et on se retrouve effectivement avec un homme qui, lui, s'adresse plutôt à ceux qui ont des difficultés dans cette ville. Et en plus, paradoxe, avec la ville où se situe la plus grosse communauté juive en dehors d'Israël. Ouais, il a dit d'ailleurs, quand vous voyez un policier new-yorkais qui a sa botte sur votre cou, les lacets sont d'Israël, quelque chose comme ça. Hein. C'était un petit peu bizarre pour un nouveau, comme le dit notre invité. Qui a assumé de manière, alors tout à fait assumée, son soutien aux Palestiniens, une condamnation sans la moindre ambiguïté des politiques israéliennes à Gaza. Il arrêterait Netanyahou s'il venait à New York. Oui, tout à fait, et a assumé qu'il arrêterait Netanyahou à New York. Donc de ce point de vue-là, mais il faut dire aussi que même au sein de ces divisions
au sein des démocrates, on les retrouve aussi au sein de la communauté juive américaine. Parce qu'à New York, il y a une partie des jeunes, et c'est là-dessus qu'ils misent évidemment, sur une base beaucoup plus jeune, de jeunes juifs new-yorkais qui sont extrêmement anti-israéliens également. Donc tous ne sont pas proches de Netanyahou. Et donc ils jouent sur ces ambiguïtés. Maintenant, c'est vrai que au plus l'élection de mardi se rapproche, au plus on voit, par une réduction des écarts entre Cuomo, qui était donné largement perdant il y a encore quelques jours. Et qui reste assez loin derrière. Et qui reste, voilà. Mais en même temps, Cuomo, il représente ce qui fait souvent la différence aux États-Unis, ce qu'on appelle l'électorat indépendant, ceux qui ne sont ni affiliés à gauche et à droite, même si là, du côté républicain, New York est traditionnellement une ville démocrate, mais une partie des électeurs non affiliés se sentiront peut-être plus rassurés par une figure nationale comme Cuomo, une figure indépendante, que par l'aventure et la continuité que peut repenser à Mamdani, mais qui représente en même temps une forme d'espoir pour une base, comme Trump avait sa base, la base MAGA, qui pendant tout un temps était minoritaire quand même dans ce pays, mais qui lui a permis de construire et de mobiliser des gens qui allaient voter. Alors il y a un espoir, entre guillemets, du côté démocrate, d'avoir une nouvelle base qui se construit autour de personnalités comme lui, avec une vision beaucoup plus radicale des choses, et peut remobiliser un électorat jeune, entre autres, un électorat aussi communautaire, aux États-Unis c'est très important, qui est particulièrement démotivé et démobilisé depuis la défaite du camp démocrate aux dernières élections. En tout cas, Elisabeth Shepard-Sellam, avec cette élection, certains disent que c'est l'avenir du Parti démocrate qui s'y joue. Regardez ce qu'a dit le candidat Cuomo, justement, sur le plateau de Fox News, sur cette possible division du camp démocrate. The truth is, there's a quiet civil war going on in the Democratic Party right now. You have an extreme left, radical left. Bernie Sanders, AOC, Mamdani is just the banner carrier for that movement, versus the mainstream moderate Democrats. They now call me moderate. They used to call me liberal. Now I'm a moderate because the whole party shifted. And that's what this election is about. It is that civil war. I believe that far left will destroy the Democratic Party. Elisabeth Shepard-Sellam, ça nous montre aussi la violence en ce moment du débat intra-démocrate entre Cuomo et Mamdani. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Guerre civile au sein des démocrates. On en est là aujourd'hui? C'est peut-être des mots qui choquent. Moi, je pense qu'il y a un véritable problème au sein des démocrates. Alors, juste pour rappeler que New York ne représente pas les démocrates au niveau national, ce qui est déjà un problème en soi. Déjà, pour beaucoup de démocrates dans le reste du pays, Cuomo lui-même est assez libéral, comme il le dit lui-même. Donc, Mamdani, qui, faut le dire, refuse de dire qu'il faut désarmer le Hamas, refuse de renier l'idée de globalisation de l'intifada. Ça choque beaucoup. Monsieur Rosenblatt parlait de la communauté juive à New York, par exemple. Oui, OK, le plus grande partie de la population, 30%, de cette population, 30% peut-être vont voter Mamdani, mais une large portion, donc 70% ne va pas voter Mamdani, alors que ils ont toujours voté plutôt démocrate. C'est quelque chose, c'est symptomatique de cette rupture entre, on va dire, des démocrates plus modérés, plus traditionnels, qui représentent quand même beaucoup de démocrates maintenant indépendants en dehors de New York, donc au niveau national, et cette, effectivement, aile plus radicale de la population. Démocrate, pour le coup. Et Elisabeth Shepard-Sellam, comment vous entendez aussi ce qu'a dit Andrew Cuomo dans la suite de cet extrait, où il parle d'une gauche ou d'une extrême gauche qui pourrait tuer le parti? Comment vous l'entendez, ça? Ah, mais je pense, moi, c'est quelque chose dont je parle pas mal en ce moment. Je pense que si c'est ça, si la structure du Parti démocrate pense que c'est AOC, Mamdani, l'avenir du Parti démocrate, au lieu de parler aux populations modestes, aux classes ouvrières qui étaient à la base, ils vont perdre énormément d'électorats, notamment dans le centre du pays, notamment aussi, y compris dans des minorités qui ont traditionnellement voté pour eux. Il y a une certaine déconnexion, alors peut-être des deux côtés, mais de ce que demande l'électorat, qui n'est pas forcément pour cette révolution radicale à gauche. La preuve en est, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'indépendants qui ont voté pour Trump dans sa lutte anti-wokiste, par exemple. Donc, je ne pense pas qu'ils sont représentatifs de l'électorat du Parti démocrate. New York, de toute façon, n'est pas en soi représentatif du Parti démocrate au niveau national. Et donc, il faut penser aussi à la suite, et comment a raison de le dire, ça peut tuer au niveau national le Parti démocrate.
Ouais, on parle souvent de cette petite île qui est New York aux États-Unis, tellement ils font un petit peu bande à part par rapport au reste du pays. C'est bien ce que nous dit notre expert parce que ça me prend de court sur les deux extraits que je voulais vous montrer. Commençons d'abord par un chiffre, si vous voulez bien, Stéphane. Un chiffre avancé par le New York Post. 70% des Américains estiment que le Parti démocrate est déconnecté des questions qui importent aux électeurs, perçues comme étant trop axées sur la protection des droits des immigrants sans papier ou encore sur la protection des droits des Américains LGBTQIA+, ce qui éloigne les électeurs qui se soucient davantage de la sécurité des frontières et de la réduction de la criminalité. C'est une enquête donc publiée en début de semaine par Wellcome, un groupe de centre-gauche. En 2013, ils étaient 51%, aujourd'hui 70%. Comment vous lisez ces chiffres sur cette déconnexion, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, entre ce que les Américains veulent et les démocrates, et puis ce que fait le Parti démocrate? On a la confirmation de ce qui a fait perdre les démocrates jusqu'ici, puisqu'en fait, là où les démocrates parlent des problèmes, c'est-à-dire au niveau de certains États, parlent des problèmes quotidiens, parlent des problèmes concrets des Américains, parlent des problèmes industriels, parlent des problèmes d'énergie, parlent des problèmes de pouvoir d'achat et de santé, eh bien, généralement, au niveau local, les démocrates se portent bien. Et là où, effectivement, ils parlent des grands problèmes sociétaux, on voit que ça les a fait perdre et que ça continue à les faire perdre. Et voilà. Donc, Kamala Harris. Donc, ce n'est que la confirmation. Alors maintenant, est-ce que ça va se traduire par une réalité électorale leurs élections à mi-mandat qui ont lieu donc dans un an et demi? Ça, c'est une autre affaire, parce que c'est de voir qui est le plus rejeté, en fait. Est-ce que ce sont les démocrates dans l'incapacité qu'ils ont à renouveler leur message, ou à renouveler un message suffisamment concret en même temps et fédérateur et large de l'autre, ou est-ce que ce sera le rejet des politiques essentiellement économiques, puisqu'on le sait bien aux États-Unis comme partout ailleurs, ce sont les politiques économiques qui font les résultats de l'élection, et aujourd'hui les politiques de Donald Trump sur le plan économique, au niveau du quotidien des Américains, dans les mêmes sondages sont largement rejetés. Qu'est-ce qui sera le plus rejeté? Mais on voit bien actuellement qu'il n'y a pas de message positif, il n'y a pas d'enthousiasme qui crée un nouveau message, si ce n'est, eh bien c'est le problème des démocrates d'ailleurs, dans cette fameuse base radicale de ces jeunes démocrates qui ont un discours beaucoup plus radical. Mais en tout cas, le gagnant pour l'instant de toute cette histoire, c'est Donald Trump. Ah bah attendez, regardez, vous me prenez de court aussi, Stéphane, parce que je vais vous montrer un autre extrait de Andrew Cuomo qui s'exprimait là-dessus pour savoir ce que pensent justement les républicains de cette élection à New York. Regardez. The Republicans are licking their lips, hoping this kid Mamdani wins because they can pick him up and carry him around the country and say, here's the Democratic Party, 34-year-old, never had a job, wants to decriminalize prostitution, doesn't like the police, defund the police, abolish jails, literally a socialist. Qu'est-ce qui est mieux finalement, cette rupture? Alors évidemment, il y a un peu de caricature dans le propos d'Andrew Cuomo. Ou est-ce qu'il vaut mieux poursuivre avec un Cuomo qui lui aussi incarne un modèle politique économique qui est peut-être déjà dépassé pour certains avec cette représentation des élites new-yorkaises? C'est le problème des démocrates, c'est que les deux sont bons pour Donald Trump. Parce que l'un, effectivement, comme le dit lui-même l'ancien gouverneur Cuomo, représente évidemment ces lunatiques leftistes, ces radicales lunatiques qui font peur. Et lui, évidemment, qui base son pouvoir en partie sur cette notion de peur. C'est un cadeau d'avoir évidemment un Mamdani. Et puis de l'autre côté, vous avez Cuomo qui représente finalement une génération rejetée en partie, c'est-à-dire l'establishment démocrate qui parvient toujours à s'en sortir, qui se retrouve toujours nommé par les caciques du parti, d'ailleurs dans une opacité absolument totale. Je n'ai jamais oublié que Cuomo a perdu l'élection primaire à New York, il a été battu, et on le retrouve comme indépendant, finalement soutenu par une partie des démocrates. Donc l'un ou l'autre, en tout cas dans la séquence actuelle, c'est du pain béni pour Donald Trump. Ouais, on a même vu un Rudy Giuliani sortir un petit peu de sa grotte pour dire à quel point le Mamdani était dangereux pour le peuple américain. Vous vouliez réagir, Elisabeth Shepard-Selam? Ouais, moi, je pense véritablement que Cuomo a raison. Alors, il ne représente peut-être pas l'avenir du Parti démocrate non plus. Il est clairement, et comme disait M. Rosenblatt, il a fait la primaire, il a perdu. Il est soutenu par contre par Bloomberg, par beaucoup de monde aujourd'hui qui ont peur justement de Mamdani. Mais c'est effectivement les républicains au niveau national qui vont gagner. Ils vont sortir cet exemple pour dire ça pourrait arriver chez vous. Il faut se battre. Et si les démocrates n'arrivent pas à mettre en place, disons, des candidats qui parlent au peuple. Il y a des gouverneurs, on le voit dans certains États, qui essaient de sortir de ce jeu et de être l'avenir de ce parti démocrate. Mais si Mamdani est sorti par les républicains comme on va dire l'affiche pour cette gauche radicale, dans beaucoup du pays, qui est beaucoup plus nombreux pour le coup en termes d'électeurs que le New York seul, ils vont vraiment faire fuir des électeurs démocrates.
Imaginons, Stéphane, que Mamdani l'emporte. À quel point est-ce que ça pourrait être un tournant, j'allais dire pour la gauche américaine, mais non, pour le camp démocrate. Alors la menace de Donald Trump, c'est aussi de dire si c'est Mamdani, moi je coupe les fonds. Jamais oublier que les villes ou les États dépendent en bonne partie du financement fédéral. Bon, ça se joue d'ailleurs devant les tribunaux aujourd'hui, parce que évidemment tout ça est largement contesté. Mais a dit effectivement qu'il ne laisserait pas un communiste, entre guillemets, gouverner New York et qu'il couperait les vivres à la ville de New York. Jamais oublier la relation très particulière de Donald Trump avec New York, puisqu'il est lui-même issu de New York et qui a toujours aimé tirer les ficelles en partie de la politique new-yorkaise. En tout cas, de donner l'impression qu'il a un levier sur la politique new-yorkaise qui risque de perdre totalement ici. Donc c'est vrai que ça va, si c'est le cas, et ce sera vraisemblablement le cas, ça va détériorer encore plus les relations de New York et de l'État fédéral sur des politiques qui sont essentielles à Donald Trump, c'est entre autres la lutte contre l'immigration illégale, puisqu'on sait bien que New York fait déjà de la résistance aujourd'hui. Maintenant, le maire sortant, Eric Adams, lui-même... fameux personnage aussi. Typiquement new-yorkais, c'est-à-dire là encore hors norme, et qui ne représente pas le niveau national, soutenu indirectement par le MAGA, puisque... alors qu'il est démocrate. Gracié par Donald Trump, et qui espérait effectivement avoir un cadeau en retour. Donc c'est clair que dans cette situation-là, les relations entre ça va devenir un laboratoire, et ce laboratoire, Donald Trump fera tout pour montrer que ce laboratoire de l'extrême gauche, entre guillemets, est un échec qui ne doit surtout pas être décliné sur le reste du territoire américain. Ouais, on va se quitter une dernière fois dans cette émission, mais restez bien avec nous à suivre notre What's Up America, toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis, la cote de popularité en chute de Donald Trump, le président américain, qui continue à laisser planer aussi le spectre d'un troisième mandat, ou encore cette fameuse saga de l'autopeine de Joe Biden qui continue. Tout ça, ça retrouvait dans la dernière partie de Planète Trump. À tout de suite. Dernière partie de Planète Trump. Avant de se quitter, quelles sont les images qui ont marqué la semaine aux États-Unis? Eh bien, réponse dans notre What's Up America. What's Up America, notre grand zapping de la semaine, et on commence par la cote de popularité du président américain. Du point de vue économique, où est-ce qu'il se situe, Donald Trump? Eh bien, écoutez. How Americans feel about a little check-in on how Donald Trump is handling the economy so far. How's he doing? Yeah, my mama was a doctor, and I think she'd look at these numbers and say that Donald Trump's doing absolutely awful in the minds of the American people. Look at this. He's the worst for any presidency at this point. How about the second term? Come to this side of the screen. Of course, Trump's in his second term. He's the worst for any president at their second term at this point. So Donald Trump isn't just beating himself with record lows. This is the lowest for any president ever at this point in either a presidency or for a second term. Oui, Donald Trump est désormais le président le plus mal noté de l'histoire des États-Unis, un taux d'approbation générale de 39%. Et si on regarde du côté des jeunes, pour les 18-29 ans, 20% l'approuvent, 75% le désapprouvent. Pour les 30-44 ans, 37% l'approuvent, 57% le désapprouvent. Il est tout simplement le dernier de la classe, le plus impopulaire depuis 50 ans, ce qui pourrait lui faire perdre en 2026, pourquoi pas, sa majorité évidemment républicaine au Congrès. Pourtant, Elizabeth Shepherd-Sellam, j'entends que Trump dit à tout bout de champ que ces chiffres sont magnifiques, qu'aucun président n'a eu des chiffres aussi beaux. Comment vous l'expliquez? C'est une stratégie ou il se voile la face, le président américain? Alors, il ne faut pas oublier que quand ça sort, par exemple, là, on regardait CNN, il dit que c'est des fake news, c'est des faux chiffres. Donc, il adore dire ça. On l'entend même du comité Trump et des républicains overseas ici en France. Donc, tout simplement, il se vole la face. Il a décidé de dire que parce que c'est pas ce que lui, il aime, que ça n'existe pas et que c'est fausse. On parle de déconnexion des démocrates, on peut parler de déconnexion aussi de Donald Trump vis-à-vis de la population. Ouais, et en parlant de déconnexion et toujours dans cette continuité, la semaine dernière, Steve Bannon, vous en souvenez, c'est l'ancien stratège en chef de la Maison-Blanche, mais aussi membre du cercle restreint du président Trump. Il a dit ceci concernant le futur des États-Unis à partir de 2028. Well, he's going to get a third term. So Trump 28, Trump is going to be president in 28, and people just ought to get accommodated with that. So what about the 22nd Amendment? There's many different alternatives. At the appropriate time, we'll lay out what the plan is. But there's a plan, and President Trump will be the president in 28.
Ouais, comment faire pour passer au-delà de la Constitution américaine qui interdit tout simplement d'avoir un troisième mandat. Stéphane, est-ce qu'il y a une manière pour Donald Trump de rester président? Selon vous, est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça? Alors il y a des hypothèses du style, Donald Trump se présente à la vice-présidence lors de la prochaine élection, puis le président démissionne, c'est ça? Démissionne. Enfin, en l'occurrence, c'est pas ça le sujet. Et d'ailleurs, Steve Bannon l'assume complètement dans d'autres types d'interviews. C'est-à-dire, le but, c'est de rendre dingue les démocrates. Le but, c'est de rendre dingue l'électorat indépendant. Le but, c'est de float de zone, comme on dit. C'est d'occuper, évidemment, par des sujets quotidiens qui excitent, effectivement, et la base MAGA, qui est évidemment excitée positivement à l'idée, même si c'est une idée fictionnelle, de voir Donald Trump un jour hériter d'un troisième mandat tout à fait fictif, et en même temps de rendre fou les démocrates, et en même temps d'occuper le terrain avec des sujets qui ne sont pas des sujets essentiels pour la vie quotidienne des Américains. Donc je pense que c'est le fruit. Alors dans le cas de Steve Bannon, en tant que stratège, c'est vraiment le fruit d'une stratégie. Et je pense que ça lui est un peu égal aujourd'hui de savoir s'il y a ou pas. D'ailleurs, Mike Johnson, le leader des Républicains, enfin le patron de la Chambre des représentants, lui-même, qui pourtant est plus trumpiste que lui, même s'il est très calme, c'est difficile à trouver aux États-Unis, a quand même reconnu que ce serait... Non, la Constitution ne le prévoit pas et qu'il ne voit pas très bien comment Donald Trump pourrait revendiquer en tout cas, l'élection à un troisième mandat. Il en joue, le président Trump, parce que regardez ce qu'il a posté notamment, c'était début octobre, le 19 octobre, vraiment, voilà, regardez cette petite vidéo qu'il a mise, le président Trump, pour arriver jusqu'à Trump 2048. Et puis, ça c'est vrai aussi. Et puis imaginons quand même qu'il puisse être candidat en 2028. Il y a eu un sondage de Kalshi, regardez ce graphique, parce qu'il y a J.D. Vance qui sera en tête avec 30%, suivi par Gavin Newsom, qui est un petit peu le grand démocrate pour le moment à 22%, et puis Donald Trump à 8%, même si on rappelle qu'il faut prendre en compte évidemment que le scénario est totalement improbable de le voir comme candidat. Mais J.D. Vance, seul concurrent républicain pour l'après-Trump. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Elisabeth Shepard-Selam? Rôle de Johnson, Trump lui-même a dit bon, c'est pas possible, très probablement. Donc, il avoue ces derniers jours que c'est très peu probable, en tout cas que ça soit lui donc, lors des prochaines élections. On a quand même demandé à son fils Eric Trump si ça sera pas lui. On peut pas exclure qu'il essaie de mettre un membre de la famille en avant pour les prochaines élections. En ce qui concerne J.D. Vance, il a aussi fait quelques bourdes ces derniers jours en interne dans des discours, dans des conférences avec les républicains. Il y aura, je pense, d'autres, on va dire, compétiteurs. On verra si c'est pas des enfants de Trump d'ici là. Mais pour l'instant, il se positionne lui-même comme, on va dire, le grand idéologue et puis le prochain présidentiable pour les républicains. Mais moi, je n'exclus pas, il faut comprendre qu'il y aura un primaire et qu'avec cette primaire, il y a quand même des concurrents et des divisions en interne chez les républicains qui pourraient en tout cas faire surface d'ici là. J'ai encore l'une ou l'autre image à vous montrer, Stéphane. Je sais que vous voulez réagir, mais vous allez pouvoir réagir à ça parce qu'une journaliste a posé la question au président Trump qui pourrait justement avoir cette étiquette de successeur de Donald Trump. Écoutez la réponse du président américain. Well, we have great people. I don't have to get into that, but we have one of them standing right here. We have J.D., obviously. The vice president is great. I think Marco's great. I think, I'm not sure if anybody would run against us. I think if they ever formed a group, it would be unstoppable. I really do. I believe that. Vance, Rubio, c'est ce qui paraît quand même le plus probable pour 2028, même si là on est très à l'avance sur notre temps. On est très tôt, et l'intérêt de Donald Trump, c'est de jouer au maximum la rivalité personnelle entre ses successeurs. Il est mal à l'aise, Rubio, derrière. Ses successeurs potentiels, parce que ça fait son affaire, puisque lui, évidemment, voudra être celui, restera d'ailleurs celui, même s'il ne se présente pas un troisième mandat, qui tire les ficelles, puis Mar-a-Lago tranquillement. Juste très rapidement, ce qui est intéressant, c'est Gavin Newsom. J'allais vous poser la question, c'est lui côté démocrate qui va devoir émerger? Non, c'est pas lui, parce qu'il y a d'autres, mais en fait, ça valide en partie, en tout cas, sa stratégie. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, l'État libéral et woke par excellence, mais a pris une stratégie, malgré d'énormes erreurs politiques en Californie, énormément de difficultés sociales, économiques, énergétiques et autres, mais le fait d'avoir pris une posture résolument anti-Trump, de l'attaquer avec le même type de discours, avec le même type d'argument et le même type de communication, en tout cas lui crée une notoriété qui aujourd'hui, bon, même si on est très très tôt, le fait apparaître dans les sondages au-dessus du lot de ses futurs rivaux démocrates. Donc sa stratégie actuellement, il est un des seuls en fait démocrates à
apparaître comme en ayant une certaine forme de leadership. Ouais, en parlant de politique fiction, on continue un petit peu là-dedans, si vous voulez bien, parce que regardez, on évoquait tout à l'heure la gauche du Parti démocrate, et notamment Alexandra Ocasio-Cortez. Regardez ce que vous avez sous les yeux, c'est une simulation qui a été faite en vue d'un possible duel entre J.D. Vance et AOC en 2028, avec, vous allez le voir tout à la fin, une victoire donc démocrate. Je rappelle, politique fiction à 100%, là on est très très à l'avance sur ce qui va se passer. Elisabeth Shepard-Selam, vous imaginez une candidate pareille justement pour faire écho aussi au débat qu'on a eu sur New York, pouvoir concurrencer justement la base MAGA et l'idéologie trumpiste? Très clairement pas. AOC, je regarde la carte en même temps, il y a des États qui passera jamais démocrate si c'est AOC qui se présente. Je pense au Wyoming, si j'ai bien, enfin Montana et Wyoming que j'ai vu en bleu. AOC dans cette partie du pays ne passera pas du tout, où c'est des gens beaucoup plus modérés, beaucoup plus à droite, tout simplement. Pour connaître un peu. Bon, dans le sud, c'est normal que ça tourne à rouge face à AOC. Moi, je pense que d'abord, AOC est quand même assez jeune et qu'il y aura soit nous sommes, soit un des autres gouverneurs qui pourraient se présenter. Je pense à Pritzker, à Shapiro, à Béchir, qui chacun représente un peu la résistance à Trump à leur façon, avec nous sommes étant le plus visible. Peut-être, mais il y aura certainement... Le problème avec Newsom est, comme vous avez dit, il vient de la Californie, donc le summum du woke aux États-Unis, ce qui risque d'être problématique pour des démocrates plus au centre et au sud du pays. Mais très clairement, je ne vois pas AOC être le prochain candidat au présidentiel pour les démocrates. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, même si évidemment politique fiction on essaie d'éviter dans cette émission, mais là il fallait trop le faire. Merci beaucoup Elisabeth Shepard-Selam d'avoir donné de votre temps pour nous expliquer tout ça. Merci évidemment aussi à Stéphane Rosenblatt qui est disponible tous les vendredis pour LN24, pour Planète Trump et pour vous qui nous regardez. Merci à toutes les équipes, merci à Alexandre Gérard et à Richard de Hulf à la préparation de cette émission. Merci surtout à vous d'être aussi nombreux et nombreuses à vous passionner pour la politique américaine tous les vendredis soirs sur LN24. Cette émission est disponible sur notre site ln24.be mais aussi sur notre page YouTube. Passez une excellente soirée, je vous retrouve lundi à partir de 22h avec Nicolas Pipin pour Le Monde ou Rien.